Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Vous m'avez en pleine forme. Mais oui, écoutez, on a une invitée qui nous enthousiasme. Elle s'appelle Marina Chiche. C'est une violoniste virtuose. Oui. Elle officie dans cette maison de la radio et de la musique. Oui. De la musique. Avec son émission sur France Musique le dimanche à 14h. Elle a pris la suite de Frédéric Lodéon. Et puis mercredi prochain, elle va co-présenter avec Stéphane Bern les victoires de la musique classique depuis l'Auditorium de Lyon. Elle a plein de choses à nous raconter. Après, elle a donné cours en Allemagne. Elle aime le foot, donc on va parler de l'OM parce qu'elle vient de Marseille. Je la connais par cœur. C'est vrai ? Oui, elle est absolument passionnante. Ah bah voilà. Passé une heure enthousiasmante. Très bien. Voilà. Mais, oui, j'entends les bips. Mais ça veut dire qu'il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Dans une heure, Olivier Véran reprendra son bâton de pèlerin pour donner un état des lieux de la situation sanitaire en France. A priori, aucune nouvelle mesure dans un sens ou dans l'autre ne sont attendues du ministre de la Santé, par exemple sur la réouverture des lieux culturels. D'ailleurs, la justice est très claire en ce moment. Après Perpignan, le tribunal administratif de Limoges a suspendu aujourd'hui la réouverture du musée d'Issoudun dans l'Indre. Le maire socialiste André Léniel avait annoncé la semaine dernière sa réouverture malgré les directives sanitaires. C'est une victoire qui veut dire beaucoup pour la ville de Paris qui dénonce depuis plusieurs années la pénurie de logements à louer dans la capitale. Cet après-midi, la Cour de cassation lui a donné raison dans un conflit qui l'oppose aux plateformes de location touristique type Airbnb, Guillaume Gaven. La Cour a jugé que la réglementation parisienne était bien conforme au droit européen, qu'elle n'était ni arbitraire ni disproportionnée pour lutter contre la pénurie de logements, de quoi relancer toutes les poursuites déclenchées depuis 2018 et mises en sommeil dans l'attente de ces arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation. C'est devenu le cheval de bataille de la mairie, éviter que Paris ne se transforme en hôtel pour touristes au détriment de ses habitants. Les locations sont plafonnées à 120 nuitées par an pour une résidence principale et pour une résidence secondaire, il faut que les propriétaires demandent un changement d'usage du logement et que la ville l'accepte. Ce sont plus de 400 bailleurs qui sont poursuivis pour ne pas avoir respecté ces règles. La ville leur réclame en moyenne 50 000 €, ce qui représente un total de plus de 20 millions d'euros d'amende. Reste que cette décision de justice tombe à un moment particulier. En pleine crise sanitaire, la France n'accueille plus de touristes depuis un an. Guillaume Gaven, un plan d'1 milliard d'euros pour lutter contre les cyberattaques après les deux qui ont touché les hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône la semaine dernière. Emmanuel Macron a donc présenté aujourd'hui les ambitions du gouvernement. Un campus cyber à la Défense à l'automne pour créer un écosystème de la sécurité plus performant et plus soudé. La création également d'un observatoire permanent du niveau de sécurité des établissements de santé pour coordonner les pratiques et surveiller les vulnérabilités. En Australie, ce n'est pas une cyberattaque, c'est une décision de Facebook qui contraint aujourd'hui les Australiens. Depuis ce matin, ils ne peuvent plus consulter les pages Facebook de nombreux médias locaux et internationaux, et pas que. L'inverse est aussi vrai. Les Australiens vivant à l'étranger n'ont plus accès aux informations australiennes. Le géant américain a en fait voulu répondre au projet de loi australien qui vise à le contraindre, ainsi que Google à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu. Colère des Australiens, a signé les explications de Grégory Pless. La menace est désormais réalité. Depuis ce matin, Facebook a coupé le robinet des actualités sur son réseau social en Australie, engageant ainsi un bras de fer avec le gouvernement qui souhaite répartir plus équitablement les recettes publicitaires en ligne entre les GAFA et les médias. Une prise de position dangereuse mais aussi irresponsable d'après Marcus Strom. Il est président du principal syndicat de journalistes en Australie. Facebook permet aux théoriciens du complot à QAnon de promouvoir de fausses informations. Alors que dans le même temps, elle censure de vraies informations vérifiées à un moment où les Australiens ont besoin d'informations fiables à propos de la pandémie. Par ailleurs, le blocage ne concerne pas que les médias. Des centaines d'autres pages, dont celles d'organismes gouvernementaux, notamment des services sanitaires, ont également été fermées et leur contenu effacé. Une attitude qui rentre en totale contradiction avec celle adoptée par Google, qui a pour sa part annoncé ces derniers jours avoir signé des accords avec plusieurs groupes de presse australiens. Josh Frydenberg, le ministre des Finances, assure que le gouvernement ne reculera pas. Le gouvernement Morrison reste entièrement déterminé à voter cette loi et à l'appliquer. Le Parlement australien doit voter cette loi d'ici la fin du mois. Sydney,
Grégory Pless, France Inter. 6e médaille tricolore aux mondiaux de biathlon en Slovénie. Julia Simon et Antonin Guigona ont remporté cet après-midi le relais mix de biathlon. La paire française devance la Norvège et la Suède. C'est le 2e titre après l'or d'Emilien Jacquelin en poursuite. Les 7 minutes avant 21h55 heure terrestre seront cruciales tout à l'heure. Cruciales pour Persévérance. Après 7 mois de voyage, le robot de la NASA doit atterrir sur le cratère de Geneseo. Si tout se passe bien, le rover aura du boulot, recueillir des échantillons de roches de Mars, prendre des photos, observer la météo. Alors ce n'est pas la première mission martienne, mais celle-ci, comme les autres, va aider à préparer en fait la suite. Un vol habité vers Mars, pourquoi pas. Quand ? Eh bien, peut-être dans 10 ans, selon l'astronaute Jean-François Clairvoy. On connaît les conditions nécessaires à la vie, on connaît pas les conditions suffisantes. On sait qu'il faut de l'eau, par exemple, minéralisée pendant longtemps, une source d'énergie. Et plus on étudie Mars, et plus on se rend compte qu'elle a connu, ou elle connaît peut-être encore maintenant sous sa surface, ces conditions. Donc plus on étudie Mars, et plus on a des raisons de penser qu'il est possible qu'elle ait abrité la vie. Et bien sûr, pour les futures missions habitées vers Mars, c'est important de savoir où poser les astronautes au meilleur endroit. Quel meilleur endroit pour atterrir en vaisseau habité un jour dans le futur. Et ce rover va déposer sur son chemin des petites capsules étanches qui contiendront des échantillons qu'une mission future dans quelques années viendra chercher. Et une mission de retour d'échantillons est un préalable indispensable avant une mission habitée, puisque avant d'envoyer des humains vers Mars dans une mission avec retour prévu, évidemment, il est très important de démontrer le savoir-faire d'une mission capable d'aller vers Mars, sur Mars, redécoller et revenir vers la Terre. Jean-François Clairvoy, et donc rendez-vous à 21h55. Et puis, avant d'aller sur Mars, vous pouvez rester sur Terre. Bison Futé, sachez-le, a classé orange la journée de samedi pour toute la France dans le sens des départs en vacances, puisque la zone B entre en vacances en fin de semaine, c'est-à-dire demain après-midi. Allez, il est 17h06 sur Inter. France Inter mobilisée pour la jeunesse. Chaque jour à 12h30, le journal des solutions relaie les initiatives pour aider les jeunes partout en France. Philippe Bertrand. Nourriture, logement, études, insertion, soutien psychologique. Organiser un peu de réconfort et de lien social. La mise en relation d'un étudiant avec une famille. Que les jeunes puissent aller au bout de ce qu'ils peuvent faire. On sera des centaines de milliers, je l'espère, à s'entraider. Retrouvez toutes les initiatives dans une carte interactive sur franceinter.fr. Cliquez sur Solidarité Jeune. France Inter aime En thérapie, la série événement Arte d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Au lendemain des attentats du 13 novembre, suivez le quotidien d'un psy et de ses patients. Installez-vous, la séance commence. Vous êtes devenu mon obsession. Donc c'est là que vous me dites que la séance est terminée, c'est ça? Effectivement, on en reparle la semaine prochaine. La série En thérapie avec Frédéric Pierrot, Mélanie Thierry, Reda Kateb et Carole Bouquet, ce soir sur Arte et déjà en intégralité sur arte.tv, en partenariat avec France Inter. N'allez pas sur Mars, préférez l'atterrissage sur Jupiter, parce que par Jupiter, c'est maintenant simple, sobre et efficace comme passage d'antenne. Jusqu'à maintenant, c'était sobre, simple et efficace. Magnifique. Voilà. Après, une fois qu'il y aura eu le jingle, le générique et tout ça, c'est moins sûr. Oui, mais ça ne me concerne plus. Non, c'est vrai. En plus, on va avoir une battle de rire entre notre invitée Juliette Arnaud. Mais pas du tout. Non, mais bien sûr, vous allez voir ça. Allez, vous allez voir ce que vous allez voir. Merci Laetitia Gaillet. Allons-y. Je vous en prie. 11h25 à la machine à café. Je suis contente que Porto ils aient gagné contre Turin hier soir, parce que moi j'ai toujours bien aimé les Portugais. Ah bah moi j'ai jeté un œil sur PSG Barça, figure-toi. Oh, vous causez foot, Alhamdoulilah. Ouais, mais c'est parce qu'on va parler foot dans l'émission, Guillaume. Ah, c'est génial, on reçoit qui comme mec? Non, c'est une femme, Guillaume. Ah, c'est une joueuse? Non, c'est juste qu'elle aime le foot en fait. Et sinon ce soir, Charline, je sais pas si t'as vu, mais il y a Aïda qui est diffusée sur internet. Ah ouais, Aïda, c'est une équipe italienne, vrai, ça avait été annulé à cause du confinement, je me rappelle. Oui, puis alors dis donc, une belle affiche. Il y a Jonas Kaufmann et Sandra Radwanowski. Sandra, bah c'est une équipe mixte alors. Non, mais non, on parle classique. Ah oui, classico. Faut pas confondre avec les derbies, vous saviez ça? Oh là là, Guillaume, notre invité est violoniste. Voilà, et puis elle aime le foot alors. Quoi? Bah, c'est impossible ça. Comment ça, impossible? Bah tu peux pas faire du violon et aimer le foot. Bah pourquoi pas? Bah, moi j'aime bien le tennis et la biologie moléculaire. Voilà, et moi c'est Proust et le chardonnay. Mais non, vous voyez ce que je veux dire quoi. On dit slip ou caleçon, thé ou café. On dit jamais vous êtes plutôt foot ou violon quoi. La nuance, Guillaume, la nuance. Ouais. Bon. Tu vois, par exemple, on en connaît qui aime la gauche et qui s'amuse pas mal avec l'extrême droite, si tu vois ce que je veux dire. Le nom,
je vois pas du tout. Bon, bref, on peut parler de foot et de musique classique dans l'émission. Ah bah oui. D'ailleurs, moi j'ai toujours considéré que Mozart, c'était en quelque sorte le Zidane de la musique classique. Et puis la légende, elle dit que Mozart, il aurait bien mis un coup de boule à Salieri. Hein. Attendez, Salieri, c'est un joueur ou un musicien ? France Inter, bienvenue dans le Politburo du rire, dont voici la devise. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, sauf si on a un Magimix, bien sûr. Au menu aujourd'hui avec Juliette. Un scandale dans le monde de la musique classique. Une pianiste, Annabelle Bennett, a emprunté un nom d'homme pour essayer de passer sur les ondes de la BBC. Et le stratagème a fonctionné, à tel point qu'elle persiste à signer de son nom d'homme son premier disque, histoire de mieux le vendre. Comme si pour cesser d'être invisible, il fallait la manière forte. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... L'Olympique de Marseille a des soucis d'avoir du souci. Les supporters sont en pétard contre la direction du club. Il y a 2 semaines, les ultras ont envahi le siège. Les résultats sont mauvais et le patron, Jacques-Henri Hérault, prépare la riposte. On va aviser, mais aviser dans le calme. La tête reposée, se méfier de nos nerfs. La vente de robots ménagers progresse fortement depuis 1 an. La yaourtière et le Thermomix tirent leur épingle de la pandémie, ainsi que la machine à soupe, la fameuse, qui crée désormais un schisme entre la soupe et la compote. Une simple pression du doigt suffit. Ce que vous obtenez, mesdames et messieurs, ce n'est pas un mélange, c'est un véritable nectar dans lequel vous pouvez retrouver le goût de chacun des ingrédients. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud, bonjour. Oui, bonjour Charlène. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe, c'est un orchestre de chambre de poche. Avec tout d'abord mon premier violon, c'est-à-dire la musicienne qui dans l'orchestre est en charge de donner l'accord des débuts de concert. Ce qui fait qu'ensuite, on a tous la petite musique dans sa tête. Et croyez-moi, c'est sportif, Constance. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, ça va être une chronique qui va voler haut. Tout simplement. C'est ça, donc on va chanter haut. Ensuite, celui dont la mission est de donner le tempo de l'émission. Il est une terre de contrastes et de nuances. Non, ça n'est pas un pur arabica, c'est la grosse caisse. Guillaume Meurice. Bonjour à toutes et à tous. J'ai parlé aux gens aujourd'hui de ce qui se passe dans les universités. Parce que Frédérique Vidal, elle a mis le souk. Le souk, oui, c'est islamo-gauchiste, bien sûr. Voilà. Mais on va pas se mentir, les universités, c'était mieux avant. Hein. On avait un très très beau séminaire qui s'appelait à l'époque Libido et Capital. Je crois que Juliette, vous avez suivi celui-là. Oui, j'ai Vous avez suivi. été prof même, je crois. J'ai enseigné. Et ensuite, notre flûte traversière, puisqu'elle n'exclut effectivement aucun chemin de traverse pour nous mener à la grande autoroute du savoir des livres. Clara Dupont-Mono. Bonsoir. On va parler de la nostalgie comme un beau et puissant moteur. Et voici celle qui va nous mettre au diapason de l'actualité. Vous êtes Marina Chiche. Ah, mais voilà. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Bienvenue Marina Chiche. Bonjour. Bonjour, vous êtes violoniste virtuose. Vous avez aussi pris la suite de Frédéric Lodéon sur France Musique le dimanche à 14h, de 14h à 16h, n'est-ce pas ? France Musique. Marina Chiche. Vous avez dit classique, Chiche ? Voilà pour le titre de votre émission. Un jeu de mots. Ouais, non. Et mercredi prochain, vous co-présenterez les victoires de la musique classique avec Stéphane Bern, événement retransmis sur France Musique et sur France 3. Les victoires de la musique classique, Marina Chiche, est-ce que c'est un des moments où le classique est enfin popularisé en France, c'est-à-dire est-ce que ce ne serait pas l'un des trop rares leviers pour populariser le classique ? Oui, c'est sûr que c'est un grand moment pour tout le secteur et mettre la musique classique en prime time, c'est vrai que ça n'arrive pas si souvent que ça, et donc ça se célèbre. Vous regrettez qu'en France, il n'y ait peut-être pas assez de moyens de devenir curieux pour plus de musique classique? C'est sûr, là, vous appuyez là où ça fait mal et en même temps là où c'est vraiment le moteur de tout ce que je fais, en fait, cette idée de transmettre la musique classique. On parle beaucoup de démocratiser la musique classique et on fait porter à la musique classique une responsabilité. En tant que musicien classique, on nous dit « vous n'êtes pas assez cool », les pièces sont trop longues, c'est l'histoire, ça ne parle pas. Et je pense vraiment l'inverse. Je pense que la musique classique a beaucoup à nous dire,
dans notre quotidien, dans notre expérience de vie. On l'a vu dans la pandémie, les gens se sont tournés ont besoin d'art, ont besoin de nourriture spirituelle. Donc la musique classique est une réponse. Par contre, si elle n'est pas présente dans l'éducation nationale, c'est compliqué. Et vous êtes cool. On peut en témoigner. Je suis méga cool, ouais, mais vous êtes même franchement... méga cool. Clara Dupont-Moretti. Non, mais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'éducation nationale. De quel œil vous voyez le fait que la culture musicale aujourd'hui est réduite à peau de chagrin dans les écoles, les collèges et les lycées ? Alors, je pense que toute cette question de est-ce que l'art, la culture est essentielle, non essentielle, actuellement, par exemple, est en fait un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus généralisé. Et je pense qu'une société qui ne comprend pas qu'elle a besoin de richesses immatérielles, de partager son patrimoine, là, on nous saoule de questions d'identité, de faire lien. Mais ça se passe par là, ça se passe par transmettre des biens hyper précieux. Et donc, je pense que parler de démocratie après coup, c'est déjà trop tard. Ça se passe jeune, ça se passe à l'école, beaucoup. Et là, ça enlève toutes ces accusations, des fois, d'élitisme. Parce que voilà, vous avez plein de contenus aussi sur Internet, sur YouTube, vous avez plein de musique gratuite. Donc la question d'accessibilité, elle est très différente maintenant. Mais justement, il y a un des moyens de transmission, un des leviers, c'est par exemple l'usage que font les rappeurs en samplant de la musique classique. Alors j'ai un exemple, Professeur Green, avec un compositeur que vous aimez beaucoup. Donc là, c'est les danses hongroises de Brahms. Et quel effet ça... C'est une chose qui est assez commune en fait dans le rap. Mais oui, mais alors, ok, il y a plein de manières de le voir. Moi, ça me fait marrer, je trouve ça sympa, bien fait, tout ce que vous voulez. Mais je me dis... Écoutez aussi les danses hongroises de Brahms telles qu'elles sont, c'est pas mal. Mais est-ce que ça peut pas être justement l'étape d'après? Alors, c'est ce que tout le monde souhaiterait. Mais est-ce que ça se fait? Je suis pas sûre. C'est-à-dire que si on va en banlieue, par exemple, et qu'on veut parler musique classique, beaucoup vont passer forcément par le rap, alors que c'est peut-être pas nécessaire. Alors, en fait, j'ai eu une expérience, peut-être que je peux partager avec vous. Je suis allée jouer dans la prison de Fresnes, à la maison d'arrêt. Et quand je suis arrivée pour jouer, la personne en charge de l'animation culturelle me dit « Vous voulez pas jouer du rap ? Ou jouer une mélodie, etc. » Et je lui ai dit « Écoutez, en fait, non. Parce que moi, je suis une musicienne classique et je pense que les gens qui vont écouter sont en mesure de la recevoir. Laissez-moi faire. Laissez-moi créer un pont. » D'ailleurs, je leur ai parlé du chevalet sur le violon. Je leur ai dit, c'est un petit pont. Alors, on a parlé foot et on a bien rigolé. Du coup, ça a brillé. Évidemment, ils m'ont demandé combien coûtait un violon. Alors, j'ai senti déjà que ça a déclenché des passions. Mais peut-être pas celle que je voulais provoquer. Mais par contre, vraiment, j'ai eu une rencontre exceptionnelle où je leur ai joué une pièce de Bach, dont Sébastien Bach, donc Sonate et Partita. L'Himalaya, un peu de notre répertoire. Ça peut sembler aride. Vous avez juste un violon qui porte tout un discours pendant 15 minutes. Et je peux vous assurer que pendant ces 15 minutes, les gars étaient avec moi. Et quand ça a fini, un des gars m'a dit « Wow, c'est magique !» et franchement, on était connectés. Donc, j'ai une confiance absolue dans la musique classique. Il faut juste faire tomber les barrières symboliques et accepter d'être mis, de se rendre disponible émotionnellement. Et voilà pourquoi Patrick Balkany ou Georges Tron bientôt pour aussi profiter. Alors pas bientôt, Georges Tron, ça y est. On peut jouer de la musique. Pour revenir aussi peut-être à un point de comparaison, vous avez enseigné pendant 5 ans en Allemagne le violon et la musique de chambre. Est-ce que ce rapport-là, puisqu'on est dans cette conversation sur la popularisation, l'éducation à la musique, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la France et l'Allemagne à ce niveau ? Clairement, je pense que c'est pas une légende. L'Allemagne, c'est dans l'ADN. La musique est vraiment un des arts premiers. Vous avez tous les grands philosophes, que ce soit Schopenhauer ou Nietzsche, qui disent que la musique est au-dessus de tout. Et en France, c'est notre culture, c'est la culture du verbe, sans doute. Et finalement, la musique est vue un peu de manière suspecte, souvent, parce que ça déclenche des émotions. C'est vrai que la musique a pu être suspecte dans l'histoire. Il y a souvent des gros cas d'instrumentalisation politique. Marilyn Manson. Oui, c'est vraiment la première des choses à laquelle je pensais. Merci Juliette. Mais pour autant, voilà, je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on veut décoincer la musique classique, très bien. On veut faire bouger le milieu, il est temps. Mais laissons la musique classique tranquille, quoi. Mais est-ce que ça n'a pas à voir aussi au fait que l'Allemagne, c'est une patrie de musiciens? Les plus grands musiciens, ceux qu'on a le plus en tête, Brahms, Liszt, Mozart, Bach, Beethoven. Mozart, c'est autrichien, cela dit. Oui, alors on va dire bien, anglo-saxon, germanique. Culture germanique, on va dire une culture germanique, germanophone. Vous avez raison, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais même dans la manière dont on a écrit l'histoire,
il y a des hiérarchisations qui doivent être déconstruites. Donc en fait, cette espèce de monopole de musique allemande, finalement, il est à remettre en question. On parlera sans doute aussi de la présence des femmes et des compositrices. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher. Donc même ça peut se déconstruire. Et après, c'est vraiment presque une décision, enfin, c'est clairement une décision politique. Ah, d'accord. C'est clairement une décision politique. Quelle place on donne? Est-ce qu'on estime que c'est un patrimoine à préserver? Moi, je pense. Et un nouveau dossier pour Jean-Michel Blanquer. Et nous allons à présent écouter la sonate numéro 1 de Jean-Sébastien Bach pour violon seul, sonate en sol mineur avec au violon Marina Chiche. Un enregistrement extrait de l'album après une lecture de Bach. France Inter Musique. Énorme. Vous avez dit par Jupiter, chiche. Allez. Alors là, c'est énorme. Je vais vous le piquer, Charline, s'il vous plaît. Pour Marina Chiche, avec la complicité de nos confrères et consoeurs de France Musique, qu'on salue. Énorme. C'était un presto, c'est ça? C'est un presto de la première sonate de Jean-Sébastien Bach. C'était pas ouf. Ouais, je l'ai fait petit joueur, j'avoue. Est-ce que vous réécoutez en vous disant ah merde, là j'aurais pu mieux faire? Ah, mais ça, c'est. Comment dire? Ah, on ne va même pas, d'accord, on va même pas Il faut réécouter vos chroniques, Guillaume. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Il y a du répondant. Juliette Arnaud pour entourner Marina Chiche. Eh bien, 3 personnes extrêmement mélodieuses à une. Constance, Clara Dupont-Mono et Guillaume Meurice. Et un journal, bien sûr. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université fait partie de la société. Le journal de presque 17h17. Silence, la vilaine. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de Jean-Yves Le Drian. Oh, bah, dis donc, ça fait envie, ça, tout de suite. On parlera aussi de Jean Castex. Waouh, du glamour, des paillettes. On parlera aussi de Clara Dupont-Mono. Ok, donc de la déprime, en fait, hein, c'est ça. Vraiment, c'est le journal de la loose. Et on commence avec l'info du jour. Oui, car on apprend dans Challenge que ces dernières semaines, Emmanuel Macron a grossi. Ah là là, oui, une bien belle info. Oui, hein, mais l'Élysée ajoute qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, car ces quelques kilos lui donnent, je cite un communiqué de l'Élysée, il lui donne de la densité, de la maturité. Ah là là, c'est fou ce que François Hollande avait pris en maturité et en densité durant son quinquennat. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon a lancé hier un comparateur de programme en vue de la présidentielle de 2022. Ah, c'est chouette, ça c'est chouette. Alors attendez, je vais essayer avec la commande vocale. Alors, programme Macron écologie.
Vous voulez dire programme Macron-Islam? Le programme est simple, il faut sanctionner. Non, programme LREM pour réduire la pollution. Ah, d'accord. Le programme LREM pour réduire l'immigration. Non, je veux savoir ce que la République En Marche fera pour l'environnement. Erreur système. Ah ouais. Il est bien foutu ce comparateur quand même. Médecine à présent, selon une expérimentation, les chiens seraient plus efficaces que les tests PCR pour dépister la Covid-19. Oh là, mais ça doit faire hyper mal de foutre un chien dans la narine. Guillaume, Bah, les chiens flairent la Covid simplement. Ah, parce que je me disais que même avec un petit chien, ça doit faire mal. J'ai pas un gros nez spécialement, mais c'est vrai que ça doit... D'ailleurs, dites-moi Guillaume, vous n'avez pas un peu grossi vous? Non, j'ai pris de la densité, je dirais, de la maturité. Ah, d'accord, très Voilà. bien, c'est ça. Covid toujours. Emmanuel Macron a jugé, je cite, intolérable que l'Afrique soit désavantagée dans l'accès au vaccin. Alors, cynisme, attitude cynique, mépris effronté des convenances et de l'opinion qui pousse à exprimer sans ménagement des principes contraires à la morale, à la norme sociale. Synonyme possible, foutage de gueule. Médias à présent. Le CSA se dote d'une direction des plateformes en ligne pour réguler les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos. Waouh, alors rappelez-moi, Charline, Facebook, ça a été créé en quelle année? 2004. D'accord, YouTube 2005. Oh là, ils sont hyper réactifs, hein, c'est ça. Ils sont à deux doigts de créer une commission pour contrôler les whiz, vous savez, sur MSN. J'ai l'impression que Clara Dupont-Mono, vous avez toute votre place au sein du CSA. C'est très gentil, c'est ma fête, quoi. Vous aurez le droit de vous plaindre par mail de cette blague, Clara. Je sais que vous avez une adresse Caramail qui marche très bien. Mais d'ailleurs, dites-moi Guillaume, à propos de vieillir, vous n'avez pas de plus en plus de cheveux blancs, vous? Non, c'est la maturité, la densité. Ah, ça doit être ça. Voilà, oui. c'est ça, Allez, hein, c'est ça. International à présent, à Hong Kong, un appartement s'est vendu 156 000 € le mètre carré. Hidalgo démission. Non, c'est Hong Kong. Ah oui, mais c'est pas loin des prix de Paris quand même. Hein. Pas faux. Ouais. Science, une équipe de chercheurs de l'université de Durham a compris pourquoi certaines personnes disent entendre les morts. Ah oui, alors figurez-vous, ça m'est arrivé ce matin. Ah bon? Comment ça? Ah bah j'ai allumé France Inter, il y a Le Drian. Mais il n'est pas mort. Ah bon? Faudrait le prouver ça quand même. Il est de gauche peut-être à ce moment-là. Ah bah lui il dit que oui en tout cas. Ah piégé, la gauche est morte, tout le monde le sait, bam. Vous êtes nuls. Attendez. Rendez la carte de presse. Dites-moi Guillaume. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous seriez pas de plus en plus de gauche? Non, je dirais que j'ai pris de la densité et de la maturité. Oui, voilà, c'est ça. Marina Chiche est avec nous, notre consoeur de France Musique, qui bientôt, mercredi, co-présentera les victoires de la musique classique avec Stéphane Bern. Juliette, vous avez un premier sujet à lui soumettre. Ben oui, pour profiter de la présence de Marina, on s'est demandé quid de la présence des femmes dans la musique classique. Alors pour ce qui est de l'enseignement, ça va. Pour le reste, ça rame. C'est ainsi qu'une pianiste anglaise, pour arriver à faire diffuser son travail par la BBC, a choisi de se faire passer pour un homme. Pourquoi, en 2020, en est-on encore là? Il doit bien avoir une explication. Nous, les femmes, j'ai l'impression qu'on a loupé une étape essentielle. Vous avez eu Mon permis. Votre permis? Mon permis de conduire, avant-hier, oui. De conduire quoi? De conduire les orchestres. L'ensemble est très nerveux, mais surtout les violons, Oui. Et alors il faut bien changer de vitesse à chaque mouvement, sinon vous esquintez votre orchestre. Ah, ça, malheureusement, c'est comme dans tout. Il y a un manque de prudence qui est à la base de 80% des accidents, je Oui, crois. il faut faire très attention. On aura reconnu Michel Serrault et Jean Poiret jeunes. Non, mais si, ça fait une petite différence dans la voix. C'est vrai. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire, Marina, de cette pianiste anglaise? Non, je n'avais pas entendu. Alors, rassurez-moi, c'est qu'une histoire de Grand-Breton. Ça ne peut pas arriver chez nous, ça. Vous savez, c'est fascinant cette histoire, en fait, parce que moi, j'ai vraiment grandi en n'ayant absolument pas conscience d'être une femme violoniste. Pour moi, se présentait pas du tout dans ces termes-là. Et c'est l'été 2019 où justement France Musique m'a proposé de faire une série d'été autour de Ginette Neveu, donc la grande violoniste française. Qui joue comme un homme? Oui, alors justement, on y vient, exactement. Qui est décédée dans l'avion, le fameux crash d'avion, le Constellation, avec Marcel Cerdan, le boxeur. Et d'ailleurs, quand on raconte ça, c'est vrai qu'on sait toujours cette histoire de Marcel Cerdan, on ne connaît pas Ginette. Ginette Neveu, qui est la grande violoniste française, vraiment. Donc elle est morte à 30 ans, elle avait remporté des prix internationaux, elle était vraiment une star internationale. Et quand j'ai travaillé la question, j'ai commencé à me poser, vraiment à réfléchir, à me dire, mais c'est fou, parce que c'était mon seul support d'identification au féminin dans l'histoire des grands interprètes. Moi, je rêvais d'être Heifetz, Menuhin, Oistrakh, tous ces noms, Isaac Stern. André Rieu, enfin... Oui, tout à fait. Je sais que vous avez un petit blocage sur André Rieu. Guillaume, on va régler les comptes après, vous en faites pas. Ça va s'arranger très vite. Et donc... Oh là, mais en réfléchissant, en tout cas, à ça, j'ai compris que j'avais grandi avec cet imaginaire où il y avait très peu de femmes
violoniste, en tout cas dans l'histoire. Et j'ai cherché, et évidemment, j'ai trouvé des critiques où on disait que Ginette, donc cette merveilleuse violoniste, avait une puissance sonore et c'était viril et a joué comme un homme. Alors, il ne s'agit pas de faire une interprétation rétrospective, rétroactive, la signification à cette époque-là. Pour autant, ce qui m'a vraiment déboîté le cerveau, comme on peut dire, c'est que j'ai découvert plein d'autres grandes artistes qui ont fait des immenses carrières. Et donc, ça a été l'objet de ma 2e série d'été. J'ai remis ça l'été d'après. Parce qu'en me posant la question, je n'ai cessé de découvrir des enregistrements exceptionnels, des documents. Donc, c'est pas qu'elles n'ont pas existé, c'est pas qu'elles ont fait des demi-carrières, c'est pas que, c'est là, mais on n'en parle pas. Alors, c'est invisibilisé. Justement, depuis l'été dernier, il y a un site français monté par une association de femmes qui s'appelle Demandez à Clara. Qui comporte. Alors là, c'est sur les compositrices. Voilà. Donc effectivement, il y a énormément d'actions qui sont menées dans ce sens-là. Et c'est remarquable, notamment donc sur les compositrices. Alors, la problématique est un petit peu différente. Je ne sais pas si on a le temps de développer. La problématique est différente sur les compositrices parce que beaucoup ont été empêchées de composer. Elles n'avaient pas de chambre à soi, comme dit Virginia Woolf. Donc, sociologiquement, elles n'ont pas pu créer. Alors, on redécouvre des merveilles. Donc, c'est quand même la preuve qu'il y a un vrai matrimoine qui est latent et qu'on doit découvrir, qu'on doit bien enregistrer, qu'on doit faire entendre, faire vivre. Pour les chefs d'orchestre, donc les femmes chefs d'orchestre, il y a aussi un focus qui a été mis récemment qui est vraiment très vertueux parce qu'il n'y avait pas de femmes qui étudiaient vraiment la direction. On ne potentialisait pas les femmes comme dirigeantes, diriger un groupe, voilà. Mais sur les interprètes, ce qui est encore plus violent, je trouve, d'une certaine manière, c'est qu'elles étaient là. Et elles étaient là, elles étaient performantes et on les a pas fait passer à la postérité ou on les a aussi empêchées parce qu'au début du siècle, du tournant 19e, 20e, il y avait des quotas dans les conservatoires de musique où on limitait le nombre de femmes. Et ça, je ne le savais pas. Et je trouve que l'histoire est hyper fascinante parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les quotas maintenant et on a beaucoup de résistance avec ça et je comprends tout à fait. Moi, j'ai pas été éduquée dans une mentalité de je veux pas être reconnue parce que je suis une femme. Je veux être reconnue parce que je suis bonne. Il n'y a peut-être pas 400 solutions. Oui, mais voilà. Oui. D'ailleurs, Marina Chiche, dans votre émission, vous avez dit classique Chiche sur France Musique le dimanche. Vous faites écouter tous les dimanches l'œuvre d'une compositrice. Constance, voilà une autre femme, une femme et l'humour. Ça n'existe pas. Bonsoir à tous les mélomanes. Bonsoir également à toutes les mélo-woman. J'espère que votre petit chef d'orchestre intime a su faire sonner la partition de votre journée sans fausse note. Vous pouvez oublier dès à présent vos tracas, car quelles que soient les dissonances qui acculent votre jeudi, nous resterons ensemble en mouvement cérébralement, parce que si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je t'accule ? Pour un début sans malentendu, pour des préliminaires consentis, il est de mon devoir de vous annoncer que cette chronique n'aura pas pour thème les légumineuses, les flatulences, les vacances en camping-car ou les slips, non. Sonnez au bois, résonnez musette. Vous êtes en route pour une chronique sur le thème classieux de la musique classique. Là, il y a un air pénétré, mais bon, je peux me permettre. Je place ici un silence sur la portée de ma chronique pour que les déçus basculent sans attendre sur RTL ou sur Énergie 12. Quant aux auditeurs qui se disent qu'une chronique sur le thème classieux de la musique classique, c'est l'occasion parfaite d'aller pisser, eh bien oui, bonne idée. Allez donc uriner et par la même occasion, profitez-en pour mourir. Pendant que nous restons entre nous, entre gens classieux et chics, à parler du thème classieux de la musique classique. Nous les amateurs de viol, de gambes, nous les gourmets de la musique alimente l'esprit, nous les puristes de la nouba intérieure et contenue, nous les gens jamais en jogging qui dorment en pyjama queue de pie, nous les gens classieux connaisseurs de musique classique, nous ne sommes pas naïfs, non. En effet, depuis longtemps, nous avions remarqué que le mot variété était beaucoup trop proche du mot avarié. Et cela nous avait mis la puce à l'oreille. Et dans nos oreilles, de gens classieux de la musique classique, plutôt que des cotons-tiges ou du Aya Nakamura, nous aimons nous y introduire jusqu'au fond du Mozart. Amadeus, affoleur de clés de hutte sans demi-mi-bémol. Wolfgang Bang. Oh, je verdis du rameau. Jean Chopin, je lui mets la bite au vent. Si tu es allergique aux jeux de mots, prépare tes corticoïdes pour ne pas périr dans un œdème de couac.
J'avais aussi préparé Brahms de Serre, Tchaïkovski de fond et Jean-Sébastien Bach to the Future, mais pour des raisons de respect de moi-même et des autres, j'ai décidé de ne pas faire ces calembours, non. La musique classique, je ne l'écoute pas avec mes oreilles classieuses, je l'écoute avec mon être. Elle m'envahit et s'empare de mon âme, de mon cerveau, de mon inconscient, de mon subconscient. Elle me touche. Elle touche mon cœur, mon ventre, mon corps aux pieds, mon stérilet, mon patch. Elle fait vibrer mes semelles orthopédiques. Conservatoire, trompette, alto, violon, porté, opéra, cymbales. Attendez, parce que Constance, là, j'ai l'impression que vous y connaissez rien du tout en musique classique. Hein. Pardon, mais... Si. Comment osez-vous, Charline? Pile poil au moment où j'allais vous apprendre que la 5e symphonie est une œuvre sur les fruits. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Eh bien, puisque mon niveau de culture n'est pas apprécié à sa juste valeur, je vais clore cette chronique en vous interprétant a cappella le final de Carmen. Non. Il y a eu décès de Constance. Merci beaucoup Constance. Je pense que Marina Chiche a très envie de vous engager comme chroniqueuse. Tout France Musique est en PLS. Merci beaucoup Constance. Nous allons à présent écouter Tambourin chinois composé par le grand violoniste Fritz Kreisler avec au violon Marina Chiche, un morceau enregistré sur l'album Postscriptum et sur lequel elle est accompagnée par le pianiste Aurélien Pontier. France Inter Musique. Vous avez dit par Jupiter, chiche. Elle est avec nous, Marina Chiche. On vient d'écouter un morceau qui figure sur votre dernier album, intitulé Postscriptum. C'était un hommage à des grands violonistes, Jascha Heifetz et Fritz Kreisler.
Voilà. Marina Chiche avec nous. On a entendu un petit peu de gamme pentatonique, n'est-ce pas? Exactement. Mais Charline, il y avait de la pinta. Mais bien sûr. On dit de la pinta entre musiciens. Je retiens les chroniques d'André Manouche. Marina Chiche, vous aviez écouté mon émission sur la musique chinoise. Exactement, le 7 février. Mais ouais, mais bien Charline, auditrice de France Musique. Mais bien sûr, j'ai entendu. C'est la plus âgée d'entre nous. C'est dégueulasse, Guillaume. Je vous interdis d'écouter mon émission. Vous avez emmené votre violon. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, lui raconter un petit peu son histoire, lui donner son petit nom peut-être? Alors, c'est un bel italien. Mais encore. Non, j'ai beaucoup de chance en fait. Il y a une fondation qui s'appelle la fondation Zilbervat Laurent Pal qui me prête ce beau violon cette année. Et donc, il date de 1784. Et donc, c'est vraiment c'est un violon somptueux qui est extrêmement coloré, puissant. Et c'est vrai que c'est des objets incroyables. Je ne sais pas si ça vous fait de l'effet, mais moi, bien sûr. Ça me fait beaucoup d'effet. Vous pouvez le voir sur franceinter.fr. Quelques petits pizziquettes. Ouais, je ne sais pas si je vous joue 3 notes. Oh, allez-y, bien sûr, avec joie. Avec joie, prenez votre temps. Après, on va parler foot, alors profitez-en. Je vais pleurer, moi. Comme vous y allez. Et vous pouvez jouer un hymne de foot ou pas? Non, je peux vous faire une petite Marseillaise. Alors on fera peut-être une petite Marseillaise si on a le temps tout à l'heure, bien sûr. Parce que nous allons parler football, car les ultra-marseillais ont déclaré la guerre à la présidence de l'OM. Vous savez, ils ne se reconnaissent pas dans la figure du gestionnaire du club, de ces tableaux Excel. Il y a 2 semaines... Non, mais je vois que c'est une émission je vois que c'est une émission avec que des filles, donc j'ai été cancel dans le plus grand des calmes. Vraiment, là, vraiment... Alors, ça fait quel effet d'être invisibilisé? Oh, c'est bon, c'est agréable ou pas? Cette reprise de volée sans contrôle. Non, écoutez, de toute façon, moi, j'avais rien de prévu, donc je vais y aller. J'avais l'impression que vous étiez hors-jeu à un moment. Bon, Guillaume Maurice... Ce qui est bien, c'est qu'on se regardait et que Julien a dit, elle va y aller. Elle va y aller tout droit. On continue, elle va marquer ce but contre son corps. Marina parlait de Marseillaise, je suis partie tout droit. Allez-y. La tradition était bien. Alors moi, ça va être bon. Voilà, c'est dommage parce qu'on va parler islamo-gauchisme. Donc ça va concerner tout le monde. Parce que l'heure est grave. Je vais vous parler de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dont le nom est une contraction de vide abyssal, qui aurait déjà dû nous alerter. Souvent, les noms, ce n'est pas innocent. Je vous rappelle que Dupont-Mono en luthérien, ça veut dire proche de ses sous. Donc les noms, on dit vraiment long. Et c'est pas bien sûr. Et c'est pas Marina Chiche qui me contredira sur le coup. Donc, Frédérique Vidal a un problème. Sa télé est bloquée sur CNews depuis une semaine. Donc, elle voit des islamo-gauchistes partout. On voulait l'inviter pour en parler sur France Inter. Son médecin a dit non. Bah non, elle va rentrer dans le truc, elle va se dissoudre complètement. Non, en plus, c'est Ali Badou qui présentait cette semaine. Donc non, c'est mort. Là, ils l'ont mis à l'isolement. Alors, est-ce que c'est contagieux? C'est ça que je suis allé vérifier ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres cas de ce qu'on peut nommer le vidalisme dans la société? Voyons voir. Déjà, qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme? Non, mais tel que c'est parti comme ça, on finira islamisé, je pense. Le Coran passe au-dessus de la République. Ah bah alors, le Coran et Karl Marx, alors? Oui. C'est un mélange du Coran et du Capital. Le Capitan. Ouais, ou le Corital. Voilà, il y a des ponts en tout cas qui existent entre l'islamisme et le gauchisme. Alors, c'est très documenté, il y a des travaux là-dessus. Vous connaissez tous le chercheur en sciences Pascal Praud, qu'on ne présente plus, notamment sa thèse qui s'intitule « Non mais attendez, mais on n'est plus chez nous, quoi !» Voilà, c'est un très très beau boulot que je vous conseille. Il y a l'excellent livre de Natacha Polony, Macroute et anarcho-syndicalisme. Très très bel ouvrage. D'ailleurs, puisqu'on parle de bouffe et d'école... Moi, à mon époque, quand j'étais à l'école, les gens qui mangeaient du porc et qu'il n'y en avait pas pour eux, ils mangeaient autre chose. Mais ils ne réclamaient pas leur droit d'avoir un plat halal ou... Ce serait quoi un plat islamo-gauchiste? Les merguez. Les merguez, ça c'est fastoche. C'est vrai que les merguez, tu peux difficilement faire plus islamo-gauchiste. C'est vraiment la réunion de Philippe Martinez et de Ben Laden. C'est vraiment le point de jonction, la diagonale du pire, comme on l'appelle chez les chercheurs. Et des chercheurs, j'en ai trouvé encore ce matin, il y en avait plein les rues, qui pestent contre certaines études. La décolonisation, tout ça c'est une guerre idéologique. Mais alors c'est quoi le problème avec la décolonisation justement? La colonisation était à l'époque, pourquoi ne pas le faire si on n'avait pas... C'est toujours pareil, si on laisse faire certaines personnes et puis on vous les regarde en disant c'est pas bien, vous vous retrouvez avec des régimes nazis ou des régimes totalitaires qui vous passent sous le nez et puis
Le raisonnement, c'est si on n'avait pas colonisé, on aurait eu un régime nazi. On se fait ensuite avoir par des systèmes un peu totalitaires. Oui, si. C'est un peu subtil, mais j'ai pigé. C'est vrai que si on n'avait pas colonisé la moitié de l'Afrique, on se serait fait envahir par les Allemands en 40. Alors que là... Ouais, non, j'ai pas pigé en fait. Non, Après, j'ai pas suivi tous les cours non plus. Moi, je suis en première année. Mais bon, en gros, la colonisation est une bonne chose. On peut en parler, mais à pousser à l'extrémité, à vouloir pousser trop loin les choses, non, ça me paraît pas raisonnable. Est-ce que c'est pas le crypto-le-péniste, ce que vous dites ? Non, je crois pas. Non. Je cherche. Je suis aussi chercheur à ma manière. Mon école, c'est l'école de la vie. Voilà, comme Léa Seydoux, la petite fille du président de Pathé et la petite nièce du conseil de surveillance de Gaumont. Mais moi, je ne crois pas en la sociologie pour expliquer son parcours. C'est juste du mérite, bien évidemment. Mais cette dame que j'ai rencontrée a un autre regard sur la socio. Moi, je vous dirais qu'en fait, c'est dans un certain nombre d'universités à Toulouse, mais surtout beaucoup à Vincennes-Saint-Denis, que les étudiants les plus médiocres, et il faut le dire, se mettent à faire de la sociologie, de la psychologie. Ce sont des études qui sont en fait superficielles. Et il y a une espèce d'émulation vengeresse qui s'installe. Et on salue les étudiants et les étudiantes en psycho et en socio et leur émulation vengeresse qu'on peut constater d'ailleurs tous les jours quand ils font du diabolo dans leur sarouel. On sent toute la rage. Ce sont des gens dangereux. La plupart jouent du djembé, Marina. Ah bah oui, ils jouent du djembé. Voilà, il y a les travaux, c'est très documenté ça aussi. Voilà. Alors continuons, pourquoi les étudiants sont si nuls ? Parce que les étudiants en Master 1, en Master 2 font des mémoires qui sont médiocres et n'ont pas la culture nécessaire. Mais alors, est-ce que vous-même vous avez fait une étude là-dessus pour savoir ça ? Disons que je suis très proche de milieu universitaire, donc je sais à peu près ce que c'est. Voilà, faut être proche après pour savoir, pour être bien précis. Moi, c'est pareil, j'habite au-dessus d'un resto, donc je sais faire les coquillettes. Voilà. Non, mais c'est vrai, faut savoir de quoi on parle aussi à un moment donné. Allez, concluons sur les facs, les étudiants français qui sont... Des tocards, Vous n'avez pas les bons, ils partent aux États-Unis et il reste des étudiants médiocres. Alors, est-ce que vous n'êtes pas proto-réactionnaire ? Pas du tout. Pas proto, puisque c'est vrai qu'il y a déjà eu des exemples avant. En attendant, courage aux tocards, aux étudiants, pardon, dans les files d'attente des Restos du Cœur, dans les chambres de Crous, dans le silence des pouvoirs publics. Bisous les nuls. Et puis, si vous vous sentez vraiment trop pourri, dites-vous qu'il y a toujours pire. Il y a votre ministre. Guillaume Meurice, merci. C'est bon, on peut parler foot entre meufs ? Allez, parlez foot un peu là. Eh oui, on va remplacer le petit son qu'on lance d'habitude par une Marseillaise au violon. Alors, je vais faire un petit lancement. Non. Préparez votre violon. Donc, les ultra-marseillais ont déclaré la guerre à la présidence de l'OM. C'était pas drôle, en fait. Je vous ai entendu rire tout à l'heure. Je trouvais que c'était drôle. Et en fait, non, vous riez parce que j'avais oublié Guillaume. Ouais. Je viens de comprendre. Est-ce qu'on peut remplacer la Marseillaise au violon par Parisien, j'ai niqué ta mère sur la canne bière. Alors, vous savez faire, Figurez-vous que moi, j'ai signé une tribune qui va paraître demain dans la Provence. Ouais, de supporters, parce qu'on est beaucoup d'artistes marseillais et de Marseillais à penser que l'OM, c'est beaucoup plus qu'un club. Donc, on va pas se le faire confisquer par une logique capitaliste, etc. Voilà, que ceci soit dit. Ah, très bien. Alors, une petite Marseillaise, on y revient alors. Allons-y. Ah, d'accord. Donc, elle est ultra Marina Chiche, tranquille, comme ça, posée. Vous êtes belge, Charlie, vous êtes belge. Vous êtes grave. Comment ça, on est grave? La seule qui s'est mise debout, Charlie Van Decker. Vive la Belgique. C'est les convertis, c'est toujours les pires. Donc, Marina Chiche, vous prenez part à ce combat, alors Non, mais en fait, c'est fascinant. Et je vous assure que c'est pas que du foot, cette affaire-là. Et parce qu'évidemment, il y a eu ces débordements violents, et ça, évidemment, on peut pas cautionner. C'est évident. La violence, c'est nul. L'intrusion dans... Ne faites pas la violence. Non, mais l'intrusion très sérieusement, il y a un enjeu de débordement qui dépasse ces débordements de violence. C'est vraiment que Marseille, c'est une ville qui déborde. Les gens, et moi, je suis marseillaise, et je suis pas une parisienne. Et on monte, on descend, je suis pas parisienne. Et donc, il y a quelque chose, il y a un esprit. L'idée, c'est que ce club, il a sa propre culture. Les gens, ils chantent ceux qui veulent chanter. Il y a des couleurs. Et vous allez au Vélodrome, c'est un spectacle extraordinaire, vraiment. Et ça se met pas au Capitole, ça se met pas en boîte. On ne dit pas aux supporters, ceux qui vont... Alors évidemment, c'est un peu idéaliste ce que je vous dis. Et il y a peut-être... il y a évidemment qu'il y a une dimension de cliché, mais il y a quelque chose qui va au-delà. L'idée d'un club qui veut conserver son esprit. Et moi, je trouve ça... Et les valeurs du sport. Oui, mais même au-delà des valeurs du sport, c'est juste... Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Alors là, on est scotché. Non, mais vous voyez d'une manière très délirante,
là, il y a aussi un lien avec ce dont je vous parle sur la musique classique. C'est qu'il y a des choses qui sont des richesses immatérielles. Et c'est pas qu'une question de consommation, de sociologie, c'est pas qu'une question de mettre ça sous des étiquettes ou autre chose. C'est un esprit, c'est une liberté, c'est une envie de s'exprimer. Quitte à, vous savez, à Marseille, on craigne des gains. Très bien. Et entre les concerts et le foot, il y a des liens. Il y a des... Ah ben bien sûr. Il y a du chant, il y a de l'exultation. Bien sûr qu'il y a du lien. Et il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de résonance. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que ces étiquettes, on adore mettre les gens dans des cases. Et donc, ce que vous avez dit, le côté on aime la musique classique. Alors, moi, j'ai plein de potes, garçons, filles, musiciens qui adorent le foot, qui en font d'ailleurs, qui supportent chacun leur équipe. On se chambre les uns les autres. Moi, j'ai tout mon conservatoire à Paris. Je me faisais chambrer par les Bordelais. C'était une année où Bordeaux avait gagné le championnat. C'était l'enfer. Bon, vous voyez, il y a une manière de... Il n'y a pas ces cloisons. Elles sont vraiment artificielles. Et donc, bon... Marina Chiche avec nous et Clara Dupont-Mono pour la littérature. Alors, Marina, certaines catégories de gens n'ont pas peur de la nostalgie. Les écrivains, les électeurs du Parti socialiste... ou les musiciens. Et il existe même un genre de musique classique spécial nostalgie, c'est le requiem. On met les morts en musique. La littérature, elle n'a pas l'équivalent, si bien que quand elle veut honorer ses absents par l'écriture, elle aussi, elle choisit le mot de requiem. Par exemple, ce texte sublime, qui s'appelle Requiem pour la jeune amie, signé de Gilles Leroy. Et ça, c'est un texte qui est tellement fort et tellement beau que son résumé ne pourrait être qu'un morceau de musique, et par exemple la valse triste d'Oscar Nedbal. Et cette musique, elle emboîte exactement ce texte-là. Elle dit la poignante nostalgie d'un homme qui avait une amie et qui ne l'a plus. Elle et lui avaient 20 ans, dans le Paris des années 80. Elle et lui se comprenaient. Et Gilles Leroy écrit « Je ne dirai pas ma sœur, je ne dirai pas son frère, non, mais deux êtres qui peuvent se dire ce qu'un frère et une sœur ne se disent pas. Elle porte un ceinturon, des talons aiguilles, elle est très grande, elle est très jolie, elle parle assez peu et elle porte en elle la nostalgie d'une enfance en Afrique. Signe particulier, elle est incapable de cacher ce qu'elle pense. Tout ce qu'elle ressent se lit sur son visage. Et ça fait bien marrer son copain, Gilles Leroy, le narrateur. Lui, il est taiseux, il aime les garçons et le calme. Le monde fait trop de bruit. Je cite, « Entre le monde et moi, plus d'entente, plus d'adhérence. C'est plus fréquent avec certaines personnes que d'autres. Avec la jeune amie, jamais, je crois. » Ce binôme d'hypersensibles muets adore marcher et danser. Ils savent que le corps fait comme la musique. Il prend le relais des mots. Alors, dans ce Paris des années 80, ils vont à tous les concerts. Et d'ailleurs, lors d'une nuit au Palace, ils sont électrisés par un duo, comme un miroir du leur. Elle, petite et nerveuse, lui, grand et très cool. Duo qui ne s'appelle pas encore les Rita Mitsuko. Ce lien dure plusieurs années. C'est un lien d'une grande douceur, d'une grande solidité, magnifiquement écrit. Et un jour, Gilles Leroy reçoit un appel. Sa jeune amie a été violée, étranglée, traînée et abandonnée sur un parking. Il dit « Sa mort fut comme une frontière, je l'ai franchie, je ne voulais pas, on m'a poussée. » Les 30 années qui suivent seront celles du silence, un grand silence blanc, et puis la force de la nostalgie qui fait écrire. À la base, en grec, nostalgie, ça veut dire le mal du pays. C'est la tristesse de la terre natale, et le mot frontière que Gilles Leroy a employé n'est pas anodin. La proximité entre lien et lieu non plus. Écrire sur la jeune amie, c'est revenir au pays. Gilles Leroy y ressuscite aussi son père, tous ses absents, son père qui, estomaqué par la beauté de la jeune amie, l'avait même dragué, et la mère de la jeune amie, mère devenue non pas orpheline, mais désenfantée, comme il dit. Et ce pays des morts n'a rien de sinistre, au contraire. Et c'est là où on voit combien la nostalgie peut être un puissant moteur. Vous en savez quelque chose. Parce qu'au fond, le plus malheureux, c'est l'homme sans souvenir. Richesse immatérielle. Donc oui, il y a des requiems heureux. Il y a des stèles en forme de sourire, comme ce requiem pour la jeune amie de Gilles Leroy, paru au Mercure de France. Oh, Clara Dupont-Mono. C'est poignant.
Vraiment. Merci Clara. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On parle machine à soupe? Moi, je pensais que Constance allait faire un bruit de paix pour relancer un peu l'émission. C'est très beau. J'y pensais. Clara Dupont-Mono avec cet ouvrage qui vous tient beaucoup à cœur. C'est sublime. Marina Chiche, c'est un sujet que vous avez suggéré... Mais on était d'accord que ça nous concerne beaucoup. On en parle souvent dans l'émission. Mais oui, je sais. Mais on en parle. Nous, c'est pas une blague. Hein. Non, moi aussi, je peux être très sérieuse. Non, mais pour nous, ça, c'est un sujet sérieux. C'est-à-dire que parmi les grands gagnants de la pandémie, il y a les robots ménagers quand même. C'est-à-dire les yaourtières et les Magimix qui se vendent comme des petits pains. Si ça, c'est pas inquiétant. Les machines à soupe aussi, qui permettent aussi de faire des compotes. D'où cet article du journal Le Monde, soupe ou compote. Sachant qu'il existe un cartel de la compote et que le milieu de la soupe semble beaucoup plus sain. Eux ont choisi leur camp. La soupe au chou, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout, qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. La soupe au chou de Jean Giraud. Alors, Marina Chiche, c'est très précis. On a 2 minutes sur le sujet. J'ai 2 questions sur le sujet. D'abord, vous êtes plus nouvelle technologie que vieille casserole alors? Méfiez-vous quand même. Vous avez une machine à soupe. C'est ça, je crains le pire. Oui, méfiez-vous. Ça va, c'est terminé. Je ne parle pas sans la présence de mon avocat. Non, parce que le robot ménager a libéré la femme. Enfin là, Absolument. Mais oui. Et d'ailleurs, je refuse de choisir. Moi, c'est soupe et compote. Ah d'accord. Oui, mais alors, robot ménager ou vieille casserole? Alors, pour tout vous dire, récemment, j'ai eu une expérience assez dramatique. Mon robot ménager m'a planté et je me suis retrouvée avec une casserole. Ah, voilà. C'était si dramatique? Mais, écoutez, je m'en suis tirée. Mais bon, ça a quand même plus de goût. Écoutez, moi, je trouve que ça a quand même bien révolutionné ma vie, puisque c'est pas si simple de faire la cuisine. Bon, là, il n'y a plus trop de voyages. Vous avez peu de temps, vous voyagez beaucoup pour les concerts, et donc ça vous fait gagner du temps, vraiment. Ouais. Bah oui, et puis la deuxième réflexion, avec la pandémie, on est plus à la maison, donc il faut aussi cuisiner. Ouais, d'accord, très bien. Donc vous faites partie de ces gens qui créent le boom du robot ménager. Ouais. Deuxième question, parce que vous parlez compote. Vous nous avez parlé à un moment de cartel de la compote, de mafia de la compote. En nous suggérant le sujet, on a 1 minute. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un des trucs qui m'a fait juste exploser de rire avec un ami très cher, Eric, que j'embrasse au passage. C'était un titre des journaux il y a 1 an. Parce qu'ils avaient démantelé le cartel de la compote. Et donc, je trouvais ça sublime, le concept d'un cartel de la compote. C'est-à-dire une entente entre industriels. Il y a une entente, exactement. En fait, il y a un enjeu beaucoup plus complexe derrière, avec des distributeurs, donc l'argent qui n'est pas redistribué aux producteurs. Donc, du coup, des accords passés pour monter les prix derrière dans le dos des distributeurs, vous voyez. Il y a un enjeu dingue derrière. D'accord. Mais j'avoue que cartel de la compote, moi, ça m'a fait rêver. Et donc, la pierre que vous apportez dans cette lutte, c'est de la faire vous-même? Exactement. On court-circuite le cartel. C'est hyper dangereux, quoi. Ouais, moi, je suis dans la transgression. Mais c'est comme ça. Ouais, France Musique, on fait tout dans la transgression. J'ai l'impression. Marina Chiche, on va vous soumettre un petit questionnaire de Parjupy-Proust avec Juliette Arnaud. Sur l'échelle de 0 à 10, des trucs à ne surtout pas pratiquer quand on est violoniste. 10 étant le parachute ascensionnel, 0 étant la sieste. À combien évaluez-vous votre venue dans notre émission? Je pense que c'est très grave, là. Je pense qu'on est vers 9 à peu près. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite interro surprise de pop de violon. Attention, vous êtes prêts? Je vous envoie un son, vous devez me dire qui joue. Ah non. Alors? Les Beatles, c'est ça? Très bien. Ça. Clara. Ah là là. Alors? Clara, la réponse. Jean-Jacques Goldman, elle s'appelle Sarah. Le prochain. Je l'ai pas. Vous l'avez pas? Non. C'était Lenny Kravitz, le dernier. Ah bah oui. Ça, c'est Guillaume qui l'a. C'est François Feldman, les valses de Vienne. Louise Attaque. C'est Louise Attaque, c'est vrai. Vous avez un rêve, jouer la Marseillaise au violon avant un grand match, d'accord? Mais qui chante pour vous accompagner? Lady Gaga, Maria Callas ou Charline avec son fameux Charline. Vous dites que vous parlez tout le temps. Ah, dilemme. Ne plus jamais parler ou ne plus jamais jouer du violon. Ouf. Alors là, c'est la même chose, non? Vous avez pas tort. Ouais, mais il faut choisir. Non. Oh là là, non, c'est la même chose. Dilemme de Rechef. Dans un incendie, vous sauvez votre violon ou un petit chat déjà estropié, il a une patte en moins et il fait... Je vais passer pour je sais pas quoi. Je sais, le violon. On a bien compris. Encore un dilemme, le dernier. Ouverture de la finale de la Coupe de France. Ah non.
Soit PSG Rennes en finale, mais c'est vous qui jouez la Marseillaise. Soit c'est OM PSG, mais c'est Renaud Capuçon qui joue. Alors, c'est dur aussi ça. L'OM ou vous-même? Énorme. Non, mais l'OM avant tout, quand même. Moi, j'ai un sens de l'honneur sur ce coup-là. Très bien. Comme je passe le message à Renaud Capuçon. Comme quoi, soupe ou compote, c'était un dilemme aussi, pardon. Enfin, Grâce au rover sur Mars, on va entendre les sons de Mars pour la première fois. Si nous, terriens, on devait envoyer un son aux Martiens, vous choisiriez lequel? Ça a déjà été fait, hein, vous savez? Oui. En orbite. Ouais. Alors vous, votre choix à vous? Un disque de Jascha Heifetz. C'est mon violoniste préféré. Bon, très bien. La langue française, elle dit pisser dans un violon, jouer du violon, c'est-à-dire mentir. Le plus petit violon du monde, c'est s'apitoyer sur son sort. Aller au violon, c'est la tôle. Il serait pas un peu maudit, cet instrument? Totalement. C'est un instrument diabolique qui emporte un imaginaire assez catastrophique. Marina Chiche qui est venue avec son violon. Vous lui avez pas donné un petit nom? Oui, je l'appelle John. Ah, c'est John. Voilà. Ouais. Marina Chiche et John. Mais John comme Lennon. John Battista Guadagnini, c'est son. Mais évidemment, vous m'auriez demandé, je vous l'aurais dit. Non, Marina Chiche, je rappelle qu'on peut vous entendre sur France Musique tous les dimanches à 14h, de 14h à 16h. Et puis, je rappelle que vous co-présentez avec Stéphane Bern les victoires de la musique classique. Ce sera mercredi soir prochain sur France Musique et sur France 3. Il y aura même la participation d'Alex Vizorek. Et oui. Je vous dis à demain. Merci les amis d'avoir passé ce moment avec nous. Demain, n'oubliez pas, parce que là, il est 17h59 et 30 secondes, il est presque 18h. Et 18h le jeudi, c'est la conférence de presse d'Olivier Véran. Et là, il se prépare. Il manque un bouton à ma chemise. Mais il n'y en a pas une de repassée. C'est un manque, ça, bon Dieu. Quoi, j'ai 3 limaces, il n'y en a jamais une de prête. N'agis pas comme ça, je vais te couler un bouton. Eh ben oui, mais n'empêche qu'on va être en retard. Alors pour une fois que j'ai un patron qui m'apprécie et un client qui veut nous connaître, on va passer pour des grossiers. Quand Sarah a pris la fibre orange, c'était uniquement pour une meilleure fluidité. Lors des réunions en visio, pendant que Léo suit les cours à distance. Oui, et un peu aussi pour regarder les